coup, j'aimerais d'abord remercier le bar qui nous accueille gratuitement ce soir et qui nous permet... Donc merci le bar, le Crazy Dog, qui est super sympa. Alors je voudrais remercier aussi, évidemment, et c'est les deuxièmes arrivés dans la liste, les étudiantes et les étudiants de l'UE Communication en Biosciences, qui est à l'université Lyon 1. Donc j'aimerais qu'on les applaudisse un petit peu aussi. Merci. Je tiens à remercier leurs encadrants, donc Philippe Lal qui est parti se cacher, voilà, et Jérôme Kucharczak qui m'ont demandé au début de donner un cours. Donc c'est pas un cours mais c'est une soirée. Et moi je pense que c'est mieux. Vous pensez la même chose? C'est mieux qu'un cours. Ouais, ça on ne peut pas boire à la fac. J'aimerais remercier, alors qui d'autre? Alors les victimes, là c'est moins marrant, mais pour moi c'est hyper important. Les victimes de Dentexia et toutes les victimes du dentaire, Dentexia ou pas, et toutes les personnes du collectif contre Dentexia que je revois ce soir et qui me touchent vraiment d'être là. C'était important pour moi et je pense qu'on va beaucoup discuter après. Voilà, donc merci à toutes les victimes. Merci aussi au bureau de la Dent Bleue, aux membres de la Dent Bleue. On a la chance d'avoir le webmaster également, la trésorière et la présidente de la Dent Bleue, Christine Teilleul, qui va parler juste après moi. Donc merci à vous d'être là. Vous êtes des camarades de lutte et de longue date et j'ai beaucoup de chance de vous compter parmi mes amis. Alors, en parlant d'amis, justement, j'en ai dans la salle que je tiens à remercier, amis IES et amis IS et des personnes qui sont chères à mon cœur aussi. Donc merci d'être là, merci d'avoir fait le déplacement pour une cause qui ne vous touche pas directement, mais vous me touchez beaucoup en étant là. Donc merci. Alors je vois des anciens collègues aussi que je n'ai pas vus depuis mais hyper longtemps. On a l'impression de... Ouais, salut Patrice, mais ça fait des années. Des personnes que je ne pensais pas voir ce soir au Crazy Dog, à une soirée sur les zombies, dédiée aux dentaires. Qu'est-ce que vous faites là? Mais merci d'être là aussi, quoi. On peut les applaudir aussi. Et alors je pense que j'oublie personne. Si, j'oublie Jacques, Elsa, mais j'ai une diapo spéciale pour toi, Jacques, qui arrive un peu plus tard. Une diapo spéciale pour te remercier et pour te dire aussi quelque chose. Et merci Elsa d'être là en tant que philosophe. Tu représentes la philosophie, parce que je ne suis pas philosophe, mais je vais quand même parler de philo. Donc si je dis des bêtises, je compte sur toi. Tu m'interromps, tu dis « Ah, ça c'est pas bon ça ». Ok? Donc merci à Jacques et puis Elsa d'être là aussi ce soir. Voilà, donc j'en ai fini avec les remerciements. On va ce soir parler de zombies pendant une partie ou deux de la conférence. Donc le titre de la conférence, je vous le repasse, c'est un plagiat d'un livre d'un anthropologue célèbre qui s'appelle Claude Lévi-Strauss et qui est le fondateur du structuralisme, qui est un courant de pensée. Et son bouquin ne s'appelle pas comme ça, mais j'ai piraté un petit peu son titre pour le transformer en Nature, culture et société, les structures élémentaires, non pas de la parenté, qui était le titre original, mais du zombisme, qui est, je pense, un courant de pensée. Alors, ce que dit Claude Lévi-Strauss dans l'introduction de son livre, et plus tard aussi, c'est qu'il y a bien plus dans l'échange que les choses échangées. Et c'est encore une nouvelle fois une phrase que je vais pirater en « il y a bien plus dans le zombisme que de zombies exhibés ». Alors pourquoi? Parce que le zombie, en fait, est omniprésent. C'est ce que vous ont un petit peu présenté les étudiantes et les étudiants tout à l'heure. On retrouve du zombie et du zombisme dans les arts, cinéma, jeux vidéo, musique, littérature, mais aussi sciences humaines, philosophie, biologie, médecine, mathématiques, sciences économiques, etc. etc. Alors, le zombie a percolé dans toutes les strates du savoir. Et alors, normalement, j'ai des petites vidéos, mais elles ne vont pas passer comme d'habitude. Alors, je vais vous les mettre comme ça. Ce soir, c'est une secte. Alors, pourquoi je passe ça? Parce qu'en fait, le zombie est partout. Et si c'est ça, c'est parce que c'est... Alors là, je remets mon petit truc. Urbi et zombie. Et c'est ce qu'a bien compris. Donc, ce que vous avez entendu, c'est la bénédiction de Noël du pape François de décembre 2022. Alors, Urbi et zombie, c'est ce qu'a bien compris mon complice et ami Jacques Serrano, qui est le directeur artistique de la Semaine de la Pop Philosophie, qui est un excellentissime festival marseillais, qui est dédié à la culture, mais c'est un mot qui a un peu galvaudé. L'idée de Jacques Serrano, c'était de faire venir le public qui, normalement, ne va pas
assister à des conférences culturelles, venir se déplacer dans des lieux de culture à Marseille. Donc j'aimerais maintenant qu'on l'applaudisse spécialement, parce que s'il est là, c'est aussi parce qu'on tourne ce soir une séquence d'un projet qu'on a en commun. On en a eu plein des projets, et j'espère qu'on en aura encore plein et super longtemps. On a un projet en commun qui s'appelle Barbata Zombica, qui est un projet de mini-série. Jacques en fait, a eu le talent de faire venir tout un tas de spécialistes français des zombies, et il m'a laissé les interviewer. C'était un petit peu un pari fou, c'était en plein confinement, c'était très compliqué, il n'y avait même pas de public, tu te souviens. Et puis on s'est retrouvés à tourner ces interviews, et on espère faire un projet de mini-série avec ça. Et ce qu'on est en train de tourner ce soir avec cette caméra et une deuxième caméra qui se trouve là-bas, c'est peut-être la fin de la mini-série, une manière de l'incarner et de parler des sans-dents dont on va parler tout à l'heure. Donc merci Jacques. Alors vous les étudiants, ce que vous avez bien compris aussi, c'est que le zombie était mis à toutes les sauces. Et ce que je voulais dire, qui a aussi été un petit peu dit tout à l'heure, c'est que le zombie en fait est devenu un substantif, c'est-à-dire que son caractère un peu polysémique, le fait qu'il ait un sens qui puisse être collé à plein de thématiques, fait qu'on le retrouve partout et fait qu'on le retrouve dans des disciplines qui normalement n'ont rien à voir ni avec le cinéma, ni avec la sociologie des zombies. Alors la promo des étudiants, elle est là avec quelques intrus, mais je tenais quand même à la montrer pour montrer les coupables, ceux qui ont commis la soirée de ce soir. Alors je vous invite aussi à lire un numéro spécial qui est paru dans Vox Museum le mois dernier et qui est dédié aux zombies et qui parle de ce dont je ne vais pas parler ce soir, c'est-à-dire faire une sorte de conférence très érudite sur le thème des zombies. Si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous l'envoyer par PDF pour vous éviter de payer. On coupera ça au montage. Alors moi, je vais vous parler de nature, culture et société, et on va commencer par la nature. Alors pourquoi je vais parler de la nature? Je vais parler d'une espèce en fait de guêpe, comme vous allez le voir, qui va servir d'introduction aux zombies dans la culture, et les zombies dans la culture va servir d'introduction aux zombies dans la société. Et à ce moment-là, on parlera du dentaire. Donc toute la logique de ma conférence, c'est de progresser à pas feutrés vers le dentaire. Et je sais que ça va faire plaisir à un certain nombre de personnes qui n'attendent que ça ce soir. Donc nature. J'ai déjà présenté dans des conférences qui sont disponibles sur Internet, différents exemples de zombisme dans la nature. J'ai parlé du cordyceps dans une conférence qui est un champignon qui va infecter des insectes et qui va fructifier à travers leur cerveau. Donc c'est ce qu'on voit là, je ne vais pas en reparler. J'ai parlé également de blattes qui se font parasiter par une guêpe qui est magnifique, qui est une guêpe qui s'appelle Ampulex et qui leur sort du corps un petit peu comme dans Alien de Ridley Scott en 1979. J'ai déjà parlé des cigales nymphomanes qui se font infecter par un autre champignon qui leur sort par l'abdomen. Et ces blattes, en fait, elles voyagent comme ça, elles se mettent à voler et elles disséminent ces spores un peu partout. Et alors, j'ai parlé aussi de plein d'autres exemples. Si ça vous intéresse, vous irez voir mes conférences. Mais ce soir, je vais vous présenter un exemple inédit, un truc que je n'ai jamais montré jusqu'à maintenant. L'exemple de Philanthus triangulum, qui est un insecte, une guêpe qu'on appelle le loup de l'abeille, et qui parasite l'abeille domestique que vous connaissez tous. Alors je vais essayer de vous le décrire en étant synchro avec un petit film. Normalement j'ai des notes, mais là j'ai décidé de le faire un peu comme ça venait, parce que je ne peux pas avoir le mode présentateur pour les experts, donc ça va... Voilà. Du coup, starring, il faut des fleurs, il faut des bourdons, des pollinisateurs très gentils, et au bout d'un moment on a cette guêpe qui arrive. Donc cette guêpe qui est très belle aussi et qui est capable de creuser des galeries dans le sol. C'est une guêpe qu'on appelle une guêpe fouisseuse, excavatrice. Je vais peut-être mettre un peu moins fort. Ah, je suis très fort pour mettre des sons un peu spéciaux, mais du coup ça couvre ma voix. Donc cette guêpe, bon, vous allez vous refaire le film, des fleurs, des pollinisateurs, des bourdons, des abeilles. Jusque-là, tout est bien. Et cette guêpe qui arrive. Et cette guêpe, en fait, elle fait partie d'une classe d'insectes, une classe de guêpes qu'on appelle des guêpes fouisseuses, excavatrices, parce qu'elles creusent des galeries dans le sol qui peuvent être assez longues. Elles peuvent faire jusqu'à 1 mètre de long. Et ces guêpes, elles creusent des
des galeries dans le sol pour y enterrer en fait leur proie, une abeille. Donc ça donne un petit peu ces paysages très lunaires avec des trous comme ça qu'on voit en fait dans des parois. La guêpe au bout d'un moment va chasser, elle part en chasse d'une abeille. Et le combat est inégal parce que la guêpe, pardon, la bête aussi, est dotée de pattes extrêmement fortes et puissantes qui ne laissent aucune chance en fait à l'abeille. Bon là je ne suis pas encore tout à fait synchro. La guêpe se rapproche doucement, essaye de se faire oublier et à un moment donné plonge sur l'abeille et va lui injecter un venin mortel. Et va lui injecter un venin mortel. Et va lui injecter un venin mortel. Bon, vous avez compris quoi. Au bout d'un moment, l'abeille tombe. Voilà, le venin mortel. Et ce que fait la guêpe à ce moment-là, c'est assez extraordinaire. Elle boit le nectar dans la bouche. Enfin, ce que fait la guêpe, elle boit le nectar dans la bouche de l'abeille. Et ça lui sert à recharger ses batteries parce que la guêpe va transporter l'abeille jusqu'à la galerie qu'elle a creusée. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc, une abeille, ce n'est pas tout léger pour une guêpe, donc il fallait bien boire ce nectar. Et la guêpe va enfouir l'abeille au fond de cette galerie et va pondre un œuf dans son corps. Donc c'est une guêpe parasitoïde. Voilà l'œuf qui se développe en larve et la larve va se nourrir du corps de l'abeille et se transformer plus tard en pupe qui va donner une guêpe adulte. Donc là, vous avez toute l'histoire. Et vous allez comprendre à un moment donné, on va se rapprocher du dentaire. Mais pas tout de suite. Alors là, on en est où? On en est là. Est-ce que ça marche, mon fils? Oui. Alors là où c'est intéressant, c'est que la guêpe se sert de repère visuel pour trouver son trou. Parce que vous avez vu la paroi tout à l'heure, il y avait plein de trous. Donc comment fait une guêpe pour trouver le bon trou? En fait, elle se sert d'indices visuels, ça peut être des pommes de pin, une branche, un caillou. Et ce qu'elle fait à chaque fois, c'est qu'elle refait tout le trajet jusqu'à son trou. Donc elle fait exactement, elle refait en volant le parcours qu'elle a fait la première fois. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que quand on enlève la guêpe dans laquelle a pondu, quand on enlève l'abeille au fond du trou dans laquelle a pondu la guêpe, ce que fait la guêpe, je crois qu'il faut que j'appuie dessus. Attendez. On va y arriver. Hein. Ce que fait la guêpe à ce moment-là, elle ne trouve plus son trou avec l'abeille qui contient l'œuf. Et là, elle se met à refaire indéfiniment le même parcours, sans jamais s'arrêter. Elle recommence à réitérer son parcours en essayant de se repérer avec ses repères visuels. Et elle continue ça indéfiniment pendant des heures et des heures. Ça vous rappelle rien, ça? Une vie fastidieuse qui n'a aucun sens. On recommence tous les jours à faire la même chose. Ça rappelle quoi? Le travail. Le travail. Mais pas le travail, grand Dieu, c'est pas le travail que ça rappelle. Les zombies, ben voilà, Madame Tata, les zombies, il y en a au moins une qui suit, c'est pas possible. Ça rappelle les zombies, une vie fastidieuse. Le zombie cherche de la chair fraîche tous les jours, il est là avec son tropisme, il cherche à dévorer des gens. C'est pour ça qu'on fait les courses, etc. Voilà. Donc du coup, ça rappelle les zombies. Et c'est ce qu'a bien compris le prix Nobel néerlandais Nico Tinbergen, à qui on doit ce travail. Et ce travail sur les zombies, en fait, a inspiré un philosophe en particulier, David Chalmers, un philosophe de l'esprit, donc je parle sous le contrôle d'Elsa, qui a bâti toute une théorie du zombie philosophique en s'inspirant des travaux de Nico Tinbergen sur la guêpe. Il y a quelqu'un qui passe aspirateur en même temps que je parle. C'est ça. Et ça a aussi inspiré Robert Kirk, qui a écrit un livre qui fait la comparaison entre les robots, les zombies et nous. Donc il nous accuse d'être des zombies et des robots. Alors, ce que ça rappelle aussi, cette vie fastidieuse du zombie, ça rappelle le mythe de Sisyphe. Alors, qui dans la salle connaît le mythe de Sisyphe? Alors, vous êtes une minorité, donc vous me donnez le plaisir de l'expliquer. Très brièvement, c'est un mythe où le Sisyphe, qu'on connaît pour son châtiment, est condamné à remonter un caillou tous les jours depuis le bas d'une montagne jusqu'en haut pour le voir retomber en bas et recommencer en permanence ce châtiment. Alors, le mythe de Sisyphe, c'est aussi le titre d'un ouvrage de Camus qui s'appelle donc Le mythe de Sisyphe, dans lequel il écrit cette phrase définitive
qui est archi connu. Il n'y a qu'un problème vraiment philosophique, vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Donc Camus, en disant cela, nous fait passer dans la culture. Alors là, je vais essayer de reprendre un peu mes notes, parce que sinon, je vais vraiment vous le faire sans filet. Et donc, dans cette partie, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un parallèle entre la vie des zombies, ce qu'en dit Camus dans son œuvre, et ce qu'en dit également The Walking Dead, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une série archi connue, qui a été la première qui a percé sur les zombies. Alors, c'est une série qui a débuté en 2010, qui s'est étalée jusqu'en 2022. Et alors, on va surtout voir la première saison, qui est la plus connue, et on va essayer de faire ce que j'ai décrit, cette espèce de comparaison un petit peu inédite et un peu risquée entre l'œuvre d'un écrivain célèbre et la série la plus connue sur les zombies. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que pour Camus, en fait... Alors, attendez, je vais essayer de remonter ici. Voilà, là, on est bon. Normalement, j'ai un petit film. Et ça ne marche pas. C'est pas grave. Donc là, j'ai juste trouvé un mini-film qui s'appelle Zombie Dasein. Donc le Dasein sont des concepts qui ont été proposés par Martin Heidegger, qui est un philosophe allemand. Et ce philosophe, en fait, a dit que nous étions des êtres jetés dans le monde. Donc c'est comme ça qu'il le tourne. Et en étant des êtres jetés dans le monde, on n'a pas le choix des origines, en fait, de la cause première de notre existence. Et Martin Heidegger dit également, dans un autre passage de son œuvre, que nous sommes des êtres pour la mort. Et donc, on voit qu'on est borné entre une origine sur laquelle on n'a pas de prise et une fin qui semble inéluctable. Et j'ai trouvé sur Internet, et c'est complètement improbable, une vidéo sur YouTube qui s'appelle Zombie Dasein, où le personnage de la vidéo, et c'est une synchronicité complètement démente, a exactement la même morphologie, alors peut-être que c'était fait exprès, la même morphologie que le personnage qu'on voit en couverture de la version originale de La Peste. Donc je vais écrire à ce monsieur qui a fait ce Zombie Dasein pour savoir s'il avait eu la même idée que moi avant. Mais j'en serais vexé. Alors là, on a vu un peu cette idée de Martin Heidegger, et ça intéresse aussi Camus, en fait, qui a un petit peu la même approche en disant qu'on ne choisit pas la cause première, on n'y a pas accès. En fait, le pourquoi, notre raison d'être au monde, le pourquoi de notre place dans le monde, de notre surgissement dans le monde, on ne peut pas l'expliquer. Et quand bien même on essaierait de l'expliquer, on aurait recours à des artifices, à ce que Camus, en fait, appelle du manque d'authenticité, en fait. Camus pense que la religion, toutes les théories qui vont essayer de nous raccrocher à la question du pourquoi sont vouées à l'échec. Et d'un autre côté, Camus pose le même constat que Martin Heidegger. Il pose que nous sommes confrontés à cet impératif catégorique qu'est la mort. Donc on s'y dirige. Et toute l'illusion dans laquelle nous vivons, c'est celle de croire qu'on peut s'absoudre de cette idée de la mort, que nous sommes au monde, mais qu'on ne se dirigerait pas vers la mort. Et le moyen de s'en absoudre, de s'en affranchir, c'est d'oublier, d'être dans le déni, de vivre une vie mécanique, routinière, d'être pris dans un petit train-train. Et c'est exactement le constat qu'on a dans The Walking Dead avec un trio de personnages, donc Rick qui est un shérif, qui est le personnage le plus connu de la série. Rick, en fait, à un moment donné, rencontre Morgan et Duane. Morgan est le père de Duane et Morgan était l'époux de Jenny, donc Jenny était la mère de Duane. Et en fait, ils ont une discussion assez longue sur le fait de retrouver leur maman ou son épouse, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas revenir à une vie qui serait une vie d'avant. Jenny s'est transformée en rôdeuse, en zombie. Là, c'est un autre exemple avec deux autres personnages, Amy et Andrea, qui sont deux sœurs. Ces deux sœurs, à un moment donné, parlent de la manière dont elles aimeraient revivre ce qu'elles vivaient avec leur père. Elles partaient pêcher dans des lacs, elles passaient des bons moments, mais elles n'ont pas accès non plus à cette vie-là, qui était la vie routinière dans laquelle elles étaient installées, avec tous ces bons souvenirs. Et c'est la même ambiance, en fait, qui est décrite dans la Peste de Camus, où
à un moment donné, il y a une épidémie de peste qui s'abat sur une ville algérienne, une ville portuaire qui est absolument magnifique si vous avez l'occasion d'y aller, et qui s'appelle Oran. Et cette ville, en fait, est sujette à la peste, donc il y a un confinement. Alors j'ai décidé qu'on ne parlerait pas du Covid, etc. Donc il y a un confinement en 1900, etc. Il y a la peste. Et Camus, en fait, décrit bien la manière dont les habitants d'Oran se mentent à eux-mêmes en essayant de se dire que l'épidémie ne va pas durer longtemps, que tout le monde va retrouver sa vie d'avant. Mais ce n'est pas possible, évidemment. Et ça donne, dans The Walking Dead, lieu à des scènes assez déchirantes, comme là, vous avez les deux sœurs qu'on a vues tout à l'heure et qui allaient bien, qui étaient en train de pêcher sur leur lac. À ce moment-là, en fait, on a l'une des scènes les plus saisissantes en fait, de la série, où Andrea assiste à la mort d'Amy qui s'est transformée en zombie. Et vous verrez peut-être autour du cou d'Amy une sorte de collier qui a une forme de sirène. Alors on ne le voit pas très bien à ce moment-là, mais dans un autre passage, Andrea en fait, a voulu acheter un collier voulu acheter un collier dans une bijouterie, mais dans une ville qui était déjà peuplée de zombies, donc ça n'avait plus aucun sens d'acheter un collier. Il valait mieux le voler, c'est ce que lui avait dit Rick. Donc là, vous avez cette scène où finalement la mort que vient personnifier la rôdeuse, c'est la mort en fait inéluctable à laquelle nous sommes tous confrontés. Et donc on retrouve ce concept un peu camusien. Et ce qui se passe de terrible, c'est que Andrea n'a pas d'autre choix que de tuer sa propre sœur, puisque celle-ci, en fait, est mue par son instinct de zombie et va essayer de mordre et de contaminer par morsure sa sœur. Donc pas d'autre choix que de se conformer à des impératifs qui sont ceux de l'instinct de conservation. Et tout cela, évidemment, est complètement horrible. Alors c'est d'autant plus horrible si ça touche des enfants. Et c'est l'un des derniers exemples qu'on verra. Alors là, je vais lire un passage de Camus. Alors je crois que c'est un passage du mythe de Sisyphe, où Camus écrit, en parlant d'une enfant qui a été contaminée par la peste, « Les mains, devenues comme des griffes, labouraient doucement les flancs du lit. Elles remontèrent, grattèrent la couverture près des genoux, et soudain, l'enfant plia ses jambes, ramena ses cuisses près du ventre et s'immobilisa. Il ouvrit alors les yeux pour la première fois et regarda Rieux, un personnage, qui se trouvait devant lui. Au creux de son visage, maintenant figé dans une argile grise, la bouche s'ouvrit, et presque aussitôt, il en sortit un seul cri continu que la respiration nuançait à peine, et qui emplit soudain la salle d'une protestation monotone, discorde et si peu humaine qu'elle semblait venir de tous les hommes à la fois. Et là, je saute quelques lignes. Tout le monde trouva naturel de l'entendre dire d'une voix un peu étouffée, mais distincte, derrière la plainte anonyme qui n'arrêtait pas, « Mon Dieu, sauvez cet enfant !» Et cette corde-là, c'est exactement la même que va broder The Walking Dead dans un autre passage, alors qui est très connu, je pense que les fans vont pas le découvrir. C'est un passage où le shérif, Rick, découvre une enfant infectée. Et là, on a tout ce ressort du cinéma qui est magique, en fait. Je vous laisse découvrir la scène si vous ne la connaissez pas. Donc Rick découvre d'abord une peluche tombée à terre. Donc là, il ne comprend pas encore que la ville est complètement contaminée. Donc ça, c'est le point important. À ce moment-là de la série, Rick ne sait pas que la ville d'Atlanta est complètement peuplée de rôdeurs et de rôdeuses. Et là, il découvre ça. L'enfant, défiguré. Donc le même ressort, en fait, que chez Camus, la même absurdité, en fait. Donc c'est un terme que je n'ai pas encore employé, mais que je vais employer dorénavant, et qui explique en fait la position philosophique de Camus avec son idée de suicide. Ce que Camus trouve dément, c'est qu'on soit obligé, comme l'avait déjà énoncé Schopenhauer des décennies auparavant, d'être dans un vouloir vivre, comme l'a énoncé Spinoza avec son Conatus, persévérer dans son être. Camus trouve ça déprimant, qu'on soit obligé d'être soumis à un instinct de conservation et de perpétuation de son espèce. Et donc là, je vais passer très vite, mais on a la même chose. Alors, quelle est la solution? Donc, Camus le dit dans le mythe de Sisyphe, à ce moment-là, il parle de suicide. Et ce grand saut qu'est le suicide, c'est ce que vont faire Jackie
et Jenner, un docteur, qui vont rester en fait dans le bâtiment qu'on voit ici, qui est le centre de contrôle des maladies, et ce centre va exploser. Et Jenner et Jackie font le choix de se suicider. Donc ils vont en fait suivre l'injonction de Camus. Mais on n'est pas obligé de se suicider, heureusement. Il y a d'autres possibilités. Et dans les possibilités, je vous ai mis ces deux photographies, ces deux images de la nature qui sont très attendrissantes, je trouve. C'est d'abord un insecte, un scarabée, de la famille, enfin, qui porte le nom poétique de Bousier. Et ce Bousier, en fait, transporte son petit caillou. Là, vous avez une fourmi qui transporte aussi son petit caillou, un petit peu à l'image de Sisyphe, et qui va essayer de construire son barrage ou je ne sais quoi. Et ben, ces deux images que je trouve pleines de tendresse, en fait, elles m'évoquent ce que dit Camus sur la solution que lui propose. Camus dit, on n'est pas obligé de se suicider. Il faut embrasser pleinement la condition de Sisyphe. Il faut être le personnage mythologique qui transporte son caillou en étant heureux de l'être. Et comment être heureux de l'être? Puisque c'est quand même assez dément de se dire que tous les jours on transporte son caillou et que tous les soirs le caillou retombe et qu'il faut le lendemain le remonter, etc., etc. La solution de Camus, c'est qu'en fait, on a parlé tout à l'heure du pourquoi. Et on a dit qu'on n'avait pas de prise sur le pourquoi. Ben, Camus coupe le terme en deux. Et Camus dit la solution à ce pourquoi sur lequel on n'a pas de prise, c'est le pourquoi, en deux mots. C'est trouver un sens, une orientation à sa vie. Et c'est ce que font ce Bousier, c'est ce que fait cette fourmi lorsqu'on métaphorise cela sur notre condition d'humain. Peut-être qu'à la différence du Bousier ou de la fourmi, nous serions capables d'être doués de conscience. Alors on n'a pas la preuve que le Bousier et puis la fourmi n'ont pas de conscience, j'ai pas dit ça. Mais on a au moins la certitude que nous, en tant qu'humains, on est dotés de capacités autoréflexives. On a donc la capacité de se rendre compte de notre propre existence et notre propre situation et d'essayer de donner du sens en fait, à ce qu'on fait. Et vous voyez que là, je commence à me rapprocher lentement du dentaire, à petits pas. Je vois Christine qui se dit « mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire ?» Mais on est en train d'y arriver, on est en train d'y arriver. Et alors c'est ce qu'essayent de faire trois personnages dans L'étranger de Camus, le docteur Rieux, dans La peste, pardon, qui passe tout le livre en fait, à tenter de soigner des patientes et des patients qui ne vont pas guérir, en fait, qui sont atteints de la peste et qui vont mourir. C'est le cas de Jean Taroux qui passe tout le bouquin à prendre des notes qui ne seront jamais publiées. Et c'est le cas de Joseph Grand qui essaye pendant tout le bouquin de dire une phrase en balbutiant et puis il ne la termine jamais. Ce sont des Sisyphes qui ont embrassé entièrement leurs conditions de Sisyphe. Et c'est ce que va faire Rick, le héros en fait, de The Walking Dead, en allant aider une sorte de redneck en fait, dans la série qui est bloqué tout en haut d'un bâtiment. En fait, on voit qu'il a attaché une sorte de tuyau. Rick se dit eh ben, qu'importe, même si je meurs, je vais l'aider, parce que ça donne du sens en fait, à ma vie de shérif qui est là pour aider les autres. Et c'est ce que fait Amy aussi, Amy, c'est ce que fait Andrea en fait, avec sa sœur. Elle lui met ce collier de sirène dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on voit ici. Parce que ça a du sens. C'est ce que fait Rick aussi dans un autre passage de The Walking Dead où, donc ça je vais vous l'expliquer quand même parce que si je parle et qu'on entend c'est pas terrible. Là en fait vous avez un personnage qui est une ado que tout le monde adore dans la série et donc les personnages à ce moment-là de la scène en fait sont dans une ferme en fait qui est possédée par un certain Herschel, je crois bien. Et cet Herschel, en fait, met à disposition sa ferme et tout le monde est confronté à l'apparition de cet enfant que tout le monde connaît. Alors, dans la scène qui précède juste avant, vous avez les protagonistes qui sont vivants, qui s'amusent à tirer sur les zombies qu'ils ne connaissent pas. Donc, toutes les personnes qui sont des anonymes, enfin, tous les rôdeurs qui sont des anonymes, meurent. Et quand ils voient cet enfant dont ils reconnaissent les traits, plus personne n'ose la tuer. Et là, Rick, lui, le fait. Rick prend conscience que la condition d'humain, c'est à ce moment-là du film de prendre la décision de la tuer et de lui faire des funérailles. Et que c'est ça d'être humain. C'est de résister en fait aux forces de zombification pour essayer d'exprimer pleinement l'humanité. Et même s'il tue une zombie, une rôdeuse,
il fait un acte d'humanité. Alors j'ai coupé juste avant les balles, parce qu'on a dit que c'était grand public. Et pareil ici, vous avez le Rick qui se promène dans un charnier et il se demande pourquoi les corps sont laissés comme ça de manière anonyme. Et là encore, un peu plus tard, on le verra faire des sépultures. Donc il fera preuve d'humanité. Et donc là, on arrive au dentaire. Troisième partie, société. Et là, je suis censé vous dire plein de choses que je ne vois pas, mais je vais essayer de me les... Voilà. Comme par hasard. Madame Tata, commencez pas, Madame Tata. Bon, je vais vous le passer quand même, mais juste... Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Donc l'idée, pour résumer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est que peu importe la question des origines, la question du pourquoi, on est d'accord avec Camus, il faut remplacer le pourquoi par le pourquoi. Et donc se rendre compte que ce qui donne du sens à sa vie, c'est quand à un moment donné, on décide d'une orientation, d'un engagement. Et que c'est ça qui nous permet d'être décisifs, heureux. C'était le film. Donc là, vous avez un personnage, un acteur qui joue un Sisyphe dans un théâtre et qui l'exprime bien. Pourquoi je montre cet acteur-là? Parce qu'en fait, il jouait un autre rôle de Camus, un rôle qui est celui de Meursault, qui est un personnage de l'étranger. Et ce personnage est absolument horrible, en fait, parce qu'il déambule sur une plage et sans raison, il se met à tuer quelqu'un sur la plage. Il sort son pistolet puis il tue quelqu'un. Et quand, un peu plus tard, il sera confronté à un juge, la seule raison qu'il dira, c'est qu'en fait, il a tué parce qu'il y avait du soleil. Donc c'est complètement absurde. Et ce morceau, en fait, il incarne l'absurde. En fait, il incarne le fait d'avoir renoncé, de se dire que puisque la vie n'a pas de sens, on va accomplir des actes absurdes. Et ce que dit Camus, à l'inverse de ce personnage de Meursault, c'est que la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc c'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure. Et ce Meursault, lui, en fait, il incarne à lui seul les deux premières phrases de L'étranger de Camus, qui sont des phrases absolument définitives. Que pour les avoir lues assez jeune, je n'ai jamais oublié, Camus écrit dans L'étranger, « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas ». Donc là, c'est absolument terrible. C'est le renoncement. C'est que ce qui est censé avoir de l'importance, ce qui est censé représenter un motif exemplaire pour lequel se battre, n'a même plus d'importance. Tout est nivelé. Maman est morte, bah c'est pas grave. Et je m'en souviens même plus de façon. Donc ça, c'est Meursault, et c'est ce qu'on ne veut pas. Alors tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ça a servi de longue introduction au fait de parler descendant. Mais j'ai voulu le faire avec le maximum de respect. J'ai voulu le faire avec le maximum de relief. Pour pas que vous pensiez que ce soir, mon but était de dresser une analogie trop abrupte entre des zombies et des descendants. Ce n'était pas le but, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est de montrer comment, à partir d'un exemple de zombification sociale, on peut faire émerger ce qu'il y a de plus beau dans l'humain, et qui est de l'ordre de la lutte pour un objectif commun, ce qui est de l'ordre de l'amitié, ce qui est de l'ordre parfois de l'amour, pour non pas sa propre condition, mais pour une condition de victime qu'on a envie de retourner contre elle. Donc c'est pour ça qu'en particulier je suis là ce soir, et c'est pour ça que je tenais à vous dire merci tout à l'heure à toutes et à tous. Donc ces sans-dents, alors qui sont-ils et qui sont-elles? Je laisserai peut-être Christine tout à l'heure en parler un peu mieux que moi, mais je vais juste les introduire. En fait, ce sont les victimes d'une franchise de centres dentaires qui a sévi notamment dans la région lyonnaise entre 2012 et 2016 et qui a été liquidée en 2016. Et donc cette franchise en fait, de centres dentaires présentait la particularité d'être des centres dentaires associatifs à but non lucratif. Et quand bien même ces centres dentaires-là avaient ce libellé, et bien en fait, ils faisaient payer les soins par avance, ils ont escroqué des milliers de victimes. Et ils n'ont pas fait que les escroquer, ils les ont aussi mutilés. Et on a encore, parmi les victimes de Dentexia encore aujourd'hui, c'est-à-dire 7 ans après, des personnes qui luttent au quotidien face à une condition dentaire qu'elles et qu'ils doivent à ces escrocs de Dentexia, à ces dentistes peu scrupuleux, mais surtout à ces dirigeants qui ont permis que soient fondés, administrés et mis en activité ces centres,
qui ont pu faire autant de mal. Alors si je vous en parle aussi, c'est que on ne le dit pas assez, mais c'est le plus grand scandale sanitaire français. Il y a plus de 4000 victimes dans 8 centres dentaires. Et je vais dresser une comparaison, même si toutes les victimes se valent, mais le boucher de Nevers, c'est 80 victimes. Les dentistes Gage à Marseille, père et fils, c'est une centaine de victimes. Alors c'est 100 victimes de trop. Mais là, c'est plus de 4000 victimes. C'est 1553 plaintes déposées au tribunal de grande instance de Paris. Et ces 100 dents, eh ben, elles ont accepté il y a quelques années, au moment où on manifestait, on faisait une lutte, de partager avec moi des photographies de leur bouche que j'ai montrées, que l'on a montrées dans le cadre du collectif contre Dentexia au ministère de la Santé, avec pour seule réponse la première fois des yeux qui se sont baissés devant l'intolérable. Ben nous, en fait, on est capable de les voir, ces photos, et de se dire que l'indécence qu'on peut donner à sa vie lorsqu'on est confronté à cette situation, c'est de se battre et de s'engager. Et c'est exactement ce qu'on a fait, d'abord au sein du collectif contre Dentexia, puis au sein de la Dent Bleue, mais je laisserai Christine en parler un peu plus tard. Donc, ce que je vais vous montrer aussi dans cette diapo, j'ai failli intituler mon exposé « Le manifeste zombie ». Et comme vous l'aurez compris, c'est un jeu de mots en fait, qui va jouer sur une ambiguïté qui est celle d'un manifeste, qui est une sorte d'apologie d'un mouvement ou de quelque chose qu'on aime et pour lequel on a envie de se battre, mais c'est aussi le fait de manifester au sens le plus littéral du terme. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et je reconnais des camarades de lutte dans la salle qui étaient place Bellecour avec moi, et puis avec Christine et tous les membres du collectif pour essayer de faire valoir nos droits. Alors, je fais juste une parenthèse pour un petit peu expliquer les 100 dents. Et puis après, j'en ai bientôt terminé. Les 100 dents, c'est une appellation qu'on doit en fait à François Hollande, si l'on en croit son ex-épouse Valérie Trierweiler. Et François Hollande en fait avait appelé les pauvres les 100 dents. Et donc on voit bien comment on a une sorte de dépossession d'un certain nombre d'attributs lorsqu'on parle en fait des cas de zombification sociale. Sont les sans-dents, sont les sans-papiers, les sans-abri. Et ça, c'est quelque chose qui nous amène en fait dans un paysage qui est beaucoup plus vaste que les zombies ou que les sans-dents. C'est quelque chose qui... donc ça, je vais revenir dessus après, mais c'est quelque chose... Le zombisme, en fait, c'est un courant qui va rassembler les toxicomanes, les esclaves modernes, les migrants, donc les fameux sans-papiers, les internés, en particulier ceux qu'on retrouve avec des camisoles chimiques, les zombies qui peuplent nos prisons et celles des autres, les victimes d'exclusion, de violences, notamment policières. Donc ça, c'est une photo qui date d'il y a 3 jours, prise à Paris. Vous avez un manifestant contre le 49.3 qui s'est pris un coup de batte sur le visage. Et dans ces zombies, en fait, on a aussi les réfugiés environnementaux, les réfugiés climatiques. Et là, j'avais un clin d'œil spécial à faire à nos camarades algériennes et puis algériens qui ont lutté pendant 117 semaines pour faire valoir leurs droits et puis espérer un changement de régime de ce très beau pays qu'est l'Algérie. Et en fait, vous avez ce titre d'un quotidien algérien qui est définitif, Algérie, le châtiment de Sisyphe. Et pourquoi? Parce que rien n'a changé. C'est toujours pareil. Donc nous tenons à exprimer notre plus grande solidarité vis-à-vis de ce pays et vis-à-vis des 3 réalisateurs qu'on a mentionnés tout à l'heure et qui ont fait Zombie. Alors là, juste pour vous dire un petit peu à quoi on sert à la Dent Bleue, donc, qui est une association qui s'est montée dans le sillage du collectif contre Dentexia, et on sert en fait à essayer de faire du lobbying en faveur des patientes et des patients et des victimes du dentaire. Et pas plus tard que vendredi dernier, on a dénoncé, et on était les premiers à le faire, un nouveau scandale qui a lieu à Paris, où on a ces centres dentaires associatifs à but non lucratif qui vont se monter, et qui dans ce cas-là, en fait, s'occupaient de faire de l'orthodontie. Et on a une nouvelle fois une chaîne de centres dentaires qui a fermé du jour au lendemain et qui a laissé des dizaines et des centaines de victimes dans la panade. Et donc cette chaîne, elle s'appelle Bloom Square, et vous allez en entendre parler dans les médias. Ça a commencé hier avec Le Parisien et ce soir avec Le Figaro, et on espère que ça passe à la télé.
bientôt. Et si je dis passe à la télé, ce n'est pas nous qui allons passer à la télé, mais un collectif qu'on a voulu créer, enfin un collectif qu'on a voulu que les victimes de Bloom Square créent pour montrer que la seule manière de lutter contre la zombification, encore une fois, c'est de s'opposer aux forces de zombification en faisant preuve de plus d'humanité, de solidarité, d'entraide et de sympathie et de bienveillance. Donc voilà, je vais juste conclure en vous montrant ces deux photos, la première du bousier et la deuxième de la fourmi, qui sont décisives, qui transportent leurs petits cailloux. Et bien en fait, il y a d'autres photos qui montrent que la force collective du bousier, des bousiers, et la force collective des fourmis permet de tracter plus efficacement les petits cailloux. Et c'est quelque chose qu'avaient déjà compris nos amis les insectes. Donc merci à vous, j'en ai terminé. Merci pour votre écoute. Et je vais laisser sans transition la parole à mon amie Christine Teilleul, qui va lancer aussi le débat, mais qui voudra peut-être au préalable nous dire quelques mots. Donc je te laisse la parole et puis je te laisse surtout un petit micro aussi cravate que je vais te demander de mettre.